L'African Growth and Opportunities Act, ou la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, se veut un accord de libre-échange qui permet aux pays africains subsahariens d'exporter de nouveaux produits vers les États-Unis sans taxes douanières, moyennant des engagements sur la bonne gouvernance et le respect des règles du droit international du travail. L'AGOA est un organisme américain qui est préparé ou organisé pour donner aux pays africains, aux pays du tiers-monde, la possibilité de commercer avec les États-Unis d'Amérique. Cet organisme ouvre le marché américain aux pays du tiers-monde, aux pays en voie de développement ou aux pays en émergence dont l'économie est en conformité avec les lois du marché. C'est une loi américaine qui donne le droit à tous les pays africains d'exporter sur le marché américain sans droit de douane. L'AGOA est une loi sur la croissance et les opportunités de développement entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne. L'AGOA, je pense que c'est une loi sur la croissance et les opportunités de développement entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne. Exclue de l'accord en raison des troubles politico-militaires, la Côte d'Ivoire a été à nouveau éligible après 2011, à savoir à la fin de la crise post-électorale. En effet, plusieurs éléments militent aujourd'hui en faveur de la Côte d'Ivoire pour bénéficier des avantages qu'offre l'AGOA. Au plan agricole, malgré la crise qu'elle a connue, la Côte d'Ivoire a toujours maintenu sa place de premier producteur mondial de fèves de cacao avec une production de plus d'1,2 million tonnes, ce qui dénote de la solidité de ses fondamentaux. Au plan institutionnel, d'importantes réformes ont été entreprises pour rendre notre économie dynamique et compétitive, en mettant fin à certaines pratiques qui sévissaient dans le domaine agricole, en rendant plusieurs de nos institutions fortes et organisées afin de mieux réguler l'environnement des affaires. Alors, les conditions d'éligibilité, effectivement, il faut que ces pays avec lesquels les États-Unis veulent travailler soient des pays démocratiques, c'est-à-dire qui ont une économie qui obéit aux lois du marché. Les avantages de cette loi sont que les transactions sont facilitées et les pays qui adhèrent ont des ouvertures, de grandes ouvertures sur les États-Unis, par exemple, en affaires. Cette loi-là, AGOA, a des avantages énormes parce qu'elle va permettre à la Côte d'Ivoire d'attirer à elle des investisseurs américains de telle sorte à développer le secteur privé. Celui qui peut entrer sur ce marché-là a la possibilité de faire des bonnes affaires, de faire écouler ses produits sur ce grand marché et de faire en sorte que l'économie de ce pays-là soit en tout cas en croissance. Aujourd'hui, pénétrer l'AGOA, qui représente un des marchés de près de 300 millions d'habitants, servant pour les entreprises ivoiriennes d'améliorer la gamme et la qualité de leurs produits pour faire face à la concurrence internationale, ce qui passe par une politique d'industrialisation innovatrice et axée sur la transformation de nos produits agricoles. L'AGOA, c'est aussi respecter et renforcer la démocratie et la transparence dans la conduite des affaires politiques. L'AGOA, c'est enfin permettre à la Côte d'Ivoire de se positionner en tant que locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest et d'entrer pleinement dans la libéralisation en diversifiant ses partenaires économiques sur les continents, particulièrement sur le continent américain. Retour sur le plateau, mesdames et messieurs, nous avons le grand plaisir d'avoir M. Gérard Amangwa, il est directeur général adjoint de l'APEXI, l'Association pour la promotion des exportations de Côte d'Ivoire. M. Amangwa, bonjour. Bonjour. Alors, l'AGOA, c'est une loi, donc qui vient du Congrès des États-Unis, qui existe depuis 18 ans maintenant. Mais avant d'en arriver à l'AGOA, il y a un contexte mondial. Hein. Bien sûr. Il y a une résonance particulière avec les dernières déclarations du président Trump par rapport à l'ALENA. Est-ce qu'il y a eu des incidences indubitables sur notre continent? Il faut dire que depuis l'année 2000, les États-Unis ont mis en place une politique commerciale sur l'Afrique. C'est cela qu'on appelle la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, l'AGOA. Et après 15 ans, il y a eu déjà après 10 ans, il y a eu une reconduction sur 5 ans. Et après les 15 ans, il a fallu réfléchir avec les pays africains pour pouvoir
imaginer, disons, un schéma de préférence pour les 10 prochaines années. C'est ce qui a été fait. Donc cette loi, elle va exister jusqu'à 2025. Nous sommes en 2018, il nous reste 7 ans. 7 ans. Donc il faut dire aussi que les États-Unis aujourd'hui, avec l'administration Trump, est en train de réfléchir sur tous les accords commerciaux qu'ils ont avec et les pays et les régions. Notamment avec l'Amérique du Nord, vous l'avez vu récemment, l'administration Trump a augmenté les taux de douane de près de 15 à 25% sur les produits d'acier. Ce qui a provoqué le courroux du président Trudeau? Absolument. Donc en Afrique, il y a une réflexion qui est en cours. Et heureusement pour nous, la Côte d'Ivoire a été sélectionnée parmi les 7 pays qui devraient témoigner, donc participer à des auditions publiques qui sont faites en janvier-février. Et nous étions représentés par des experts de l'administration du commerce et de la PECSI. Et pour faire partie de l'AGOA, il faut être éligible. Absolument. Quels sont les avantages à être éligible à l'AGOA? Bon, d'abord, l'éligibilité, je crois que le monsieur que vous avez interrogé a bien expliqué. D'abord, il y a la bonne gouvernance. Ça comprend tous les indicateurs de démocratie, de droits politiques, de liberté publique. Et il y a aussi les critères, disons, à caractère économique. C'est-à-dire qu'il faut qu'un pays qui doit être éligible favorise le commerce, favorise la liberté d'entreprise, c'est-à-dire le capitalisme. Et c'est ce qui est fait, c'est ça. Alors, il y a une base d'indicateurs sur lesquels l'administration s'appuie pour évaluer l'éligibilité de chaque pays. Donc chaque année, il y a une liste qui est publiée. Et lorsque vous n'êtes pas sur la liste, ça veut dire que vous êtes éligible. Donc nous sommes éligibles depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. 2012 2011, fin 2011. Fin 2011. Voilà, fin 2011. Si, c'est octobre 2011. Ah ouais. Et donc chaque année, il y a une éligibilité qui s'apprécie. Et nous sommes éligibles aujourd'hui. Et nous pouvons assister, participer, s'asseoir à la table de négociation. Oui, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on gagne? Non, mais la table de négociation, c'est important. Parce que si aujourd'hui vous n'êtes pas sur la table de négociation, vous ne pouvez pas discuter d'accords commerciaux. Aujourd'hui, on a des problématiques que je vais vous rappeler rapidement. Le travail des enfants, par exemple, l'accès au marché américain, parce qu'il y a des mesures tarifaires, des mesures non tarifaires, des obstacles au commerce international. Donc, il faut que vous soyez assis sur la table de négociation avec les Américains pour pouvoir discuter. C'est pour cela que chaque année, voilà, c'est pour ça que chaque année, il y a un forum annuel de coopération économique et commerciale entre les États-Unis et l'Afrique. Et l'année dernière, ça s'est passé à Lomé. L'année d'avant, c'était aux États-Unis. Chaque année, c'est de façon... c'est tournant. C'est tournant. C'est aux États-Unis et en Afrique. Et nous nous sommes positionnés pour organiser le prochain forum à Goa, en Côte d'Ivoire, en 2019. Alors, ce sont plusieurs pays. Est-ce que les pays viennent avec des problèmes communs ou bien chacun vient avec ces difficultés qu'il met sur la table? Disons qu'il y a plusieurs niveaux de négociation. Hein. Bon, nous avons des ambassadeurs qui sont accrédités aux États-Unis. Donc, il y a un forum des ambassadeurs des pays éligibles qui échangent avec l'administration américaine tous les 3 mois. Et nous avons aussi le secteur privé qui est assez actif, que ce soit au niveau de chaque pays ou au niveau des organisations industrielles qui sont mises en place, notamment le textile, le cacao. Vous savez, nous sommes aussi quand même l'un des pays les plus importants au niveau du cacao. Donc, si nous avons aujourd'hui le ICCO en Côte d'Ivoire, ça veut dire que nous sommes sur la table de négociation, notamment dans le cadre de l'accès au marché. Parce que nous finançons aujourd'hui 30% de la demande américaine, mais nous voulons le plus loin. C'est pour ça que vous avez eu récemment des visites du vice-président aux États-Unis pour essayer d'accélérer le partenariat avec des industriels américains. Justement, j'aimerais qu'on revienne sur les avantages. Oui. C'est bien, on est assis à la table, on a voix au chapitre, mais concrètement, qu'est-ce que le pays gagne? D'abord, le pays gagne en visibilité et en présence sur la table, ça je l'ai dit. C'est important parce qu'avant 2011, on n'était pas présent sur la table. On ne pouvait pas discuter avec les États-Unis. On ne pouvait pas avoir des prêts au niveau pas de la Banque mondiale, mais d'autres organismes américains. On n'était pas fréquentable, si vous voulez. Mais maintenant, au niveau des entreprises, je pense que c'est ça qu'il faut
faut entrevoir. Les entreprises, nos PME, qu'est-ce qu'elles gagnent? Elles gagnent d'abord le fait que tous les produits qui sont exportés sur le marché américain sont exportés sans droit de douane. Super. Les États-Unis renoncent à près de 17% de revenus en termes de droit de douane. Ça veut dire que si vous avez un produit qui est vendu sur le marché américain à X dollars, normalement, selon le système normal, dans le cadre de l'éligibilité de votre pays, vous vendrez ce produit à X dollars moins 19%. Ça vous fait gagner en compétitivité sur le plan des prix. Par rapport à un pays qui a les mêmes produits que vous, pour lesquels vous n'êtes pas éligible. En fait, c'est ça c'est le premier. Maintenant, c'est l'accès de façon large, parce que c'est sans quota. Ça pose le problème de la capacité de production. Et il a été démontré depuis une dizaine d'années que nos pays n'ont pas bénéficié pleinement des avantages. Ça, c'est un constat. Tous les pays ont reconnu, l'Union africaine l'a reconnu. C'est pour cela qu'on a demandé à chaque pays d'élaborer et d'adopter une stratégie nationale AGOA. Mais tous les secteurs d'activité ne sont pas concernés par cet échange-là. Quels sont les secteurs? Tous les secteurs, c'est 6400 produits. 6400 produits. Wow. De tous les secteurs d'activité. Oui, ça dépend de la capacité d'un pays. Si vous prenez l'Afrique du Sud elle produit des turbines d'avions. Donc, elle peut exporter, elle produit des voitures. Donc, ces voitures ont accès au marché américain. Nous, en Côte d'Ivoire, nous produisons du cacao, du café, du caoutchouc naturel. On a une série de produits, à peu près 80. Et donc, ces 80 ont la possibilité d'accéder sur ces marchés-là sur la base de ce que je viens d'expliquer. Ça dépend de la capacité. C'est pour ça que je pense qu'il faut tenir compte du contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, contexte économique, qui nous amène, qui nous conduit vers une émergence de notre économie avec des capacités importantes en matière d'industrialisation. Vous comprenez? Tant que nos pays ne procèdent pas à l'industrialisation, sinon à la transformation de leurs produits, ça va être difficile justement de pouvoir bénéficier pleinement de ces avantages. Justement, on a parlé des produits exportés. Il y a des produits qu'on exporte de façon traditionnelle, mais quels sont les produits à fort potentiel? Ben, écoutez, nous avons fait des études au niveau de l'APEXI, au niveau du ministère du Commerce. Aujourd'hui, on peut dire que les produits concernent principalement les produits agroalimentaires, sur lesquels nous devons insister. Nous avons par exemple aujourd'hui le cacao. On peut transformer le cacao en plusieurs types de produits. Vous voyez sur les marchés internationaux des tablettes, vous voyez de la confiture, vous voyez un certain nombre de sous-produits. Ça peut être même utilisé dans l'industrie cosmétique. Donc, on revient toujours au même problème. Comment transformer justement nos matières premières? Vous prenez par exemple l'hévéaculture. L'hévéaculture, ça nous permet d'avoir des produits primaires. Ça peut être le gel de caoutchouc, ça peut être aussi le pneu, ça peut être aussi des gants. Je peux aller plus loin si vous voulez, mais je préfère m'arrêter là. Mais il y a des possibilités, il y a toute une panoplie. C'est à nous, au niveau des pays africains, de nous impliquer à fond dans la transformation. Et ça, c'est le plus grand défi pour nous. On a un marché énorme de 300, comme l'a dit, 340 millions, je dis, précise bien 340 millions de consommateurs. Alors, si vous arrivez à exporter sur le marché américain, vous pouvez exporter partout dans le monde. Qui peut le plus, peut le moins. C'est pour cela qu'au niveau de l'APEXI, nous avons un centre de ressources AGOA qui est une plateforme d'assistance et d'accompagnement des PME qui ont un fort potentiel pour nous. C'est ce que nous faisons. Et Dieu merci, je pense qu'avec l'assistance de l'USAID, tout à l'heure, en offre, vous parlez de l'assistance, mais l'assistance, elle est nécessaire, mais ce n'est pas seulement de l'argent, c'est la technologie, c'est l'expertise, c'est ce que nous recherchons. À vous entendre parler, on a l'impression que tout est rose. Hein, non, tout n'est pas rose, tout n'est pas rose. Quelles sont les contraintes? Bon, les contraintes, la première des contraintes, c'est qu'à l'époque, lorsque nous étions éligibles et après nous sommes sortis, nous avons eu la première contrainte qui était le fait de l'évolution de l'éligibilité en dents de scie. Depuis 2000, vous comprenez, en 2000, on avait le coup d'État. Nous sommes revenus en 2002, nous avons eu l'éligibilité. En 2005, nous sommes sortis. Nous sommes revenus après 6 ans d'absence, en 2011. Et aujourd'hui, nous avons une sorte de stabilité politique
qui nous permet d'avoir une certaine visibilité. Donc, ça, c'est la première contrainte. Il faut qu'on évite aujourd'hui de tomber dans une situation d'instabilité politique pour que la croissance puisse poursuivre son cours. Ça, c'est un. De deux, il faut que nous ayons des moyens pour accompagner les PME. Parce que les PME produisent, c'est un potentiel, mais ce n'est pas assez important pour attaquer le marché américain. Bien sûr, ces PME vont aller sur des niches de marché. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire pour commencer. Mais il faut se dire que nous avons encore que 7 ans. Après 7 ans, je ne suis pas sûr, franchement, que ces dispositions qui sont avantageuses puissent être maintenues. Bon, il y a des discussions pour le moment. Monsieur Amangwa, oui. Vous parlez de 7 ans. Moi, je parle de 1960. Depuis, on ne transforme pas en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on est vraiment prêt pour l'AGOA? On n'arrive même pas à transformer. Non, mais c'est une opportunité. Il y a des pays qui exportent aujourd'hui. 1960 quand même. Il y a des pays qui exportent. On n'arrive pas. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que ça ne nous fragilise pas sur... Non, ce sont les relations. Même de transformer ces... écoutez, si vous parlez depuis 1960, en 60, il n'y avait pas d'industrie en Côte d'Ivoire. C'était des produits importés, des substitutions que nous avons ici, que nous avions ici. Aujourd'hui, il y a une évolution. Je pense qu'il faut voir dans la perspective peut-être d'une trentaine d'années aujourd'hui. Laissons l'AGOA, parlons de l'après-AGOA, parce que c'est ce qui nous a été demandé. Il ne faut pas qu'on pense seulement à l'AGOA, mais à l'après-AGOA, beyond AGOA. Oui. Et je pense qu'à ce niveau-là, nos États ont bien compris qu'il faut se lancer dans l'industrialisation. Franchement. Absolument, absolument. Et qu'est-ce qui se fait pour que cela soit possible? Bon, moi, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Je pense que nous avons une politique d'industrialisation qui se met en place. Nous avons qui se met en place progressivement dans le cadre du PND, puisque nous devons transformer industriellement notre pays. Vous avez vu l'arrivée de plusieurs investisseurs étrangers en Côte d'Ivoire dans tous les secteurs d'activité. À l'époque, on avait combien de cimenteries? On n'avait que 2 cimenteries. Aujourd'hui, nous avons 5 ou 6. Nous avons des industries de transformation, que ce soit au niveau de certains produits agroalimentaires, l'huile végétale, par exemple. Et n'oubliez pas que nous sommes très, très actifs dans la sous-région. Hein. Mais le monde attend qu'on puisse transformer nos produits. Mais bien sûr. C'est ce que le monde attend de nous depuis des années. Mais là, vous vous adressez. Oui, je pense qu'il faut s'adresser aux politiciens. Nous ne sommes que des experts. Oui, mais vous avez l'habitude de parler avec eux. Donc, comme vous êtes sur ce plateau, vous avez l'habitude de parler avec eux, des réunions. Le monde entier attend ça. Quand la Côte d'Ivoire saura faire ça, je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. C'est ce qui est en train d'être fait progressivement. Chaque année, on nous dit la même chose. Bon, je pense qu'il faut voir aussi, vous savez, ça fait quand même combien d'années nous sommes indépendants? Ah, je me demande. Non, mais 60. Oui. En 60, on ne pouvait rien faire, de toute façon. Les pères fondateurs ont commencé, les autres continuent. Je crois que c'est une continuité qu'il faut voir. Il faut voir. Et puis, il ne faut pas être pressé. Comme on dit l'IoT, si vous êtes pressé, allez doucement. Non, mais c'est vrai qu'il ne faut pas être pressé, mais à un moment aussi, quand même, on a le droit un peu de s'inquiéter, de regarder. Alors, tous, nous sommes concernés, nous sommes interpellés, que ce soit les journalistes. Les entreprises sont concernées à plus d'un titre. Quelles dispositions pratiques les entreprises doivent prendre avant d'exporter vers les États-Unis? Bon, nous avons 2 types de PME exportatrices. Nous avons des PME qui exportent déjà. Il y a des PME qui exportent, on a plus de 300 entreprises qui exportent dans le monde entier. Super. Nous avons une base de données qui nous permet de distinguer celles qui exportent sur des marchés différents, que ce soit Europe, Amérique, Afrique. Donc on a des entreprises qui exportent déjà, que ce soit dans la sous-région ou aux États-Unis. Alors, nous, notre stratégie, la stratégie qui a été mise en place par le gouvernement avec l'accord, avec l'appui du secteur privé et de la BAD et de l'USAID, c'est de dire, dans un premier temps, essayons d'accompagner une cinquantaine ou une centaine d'entreprises qui sont prêtes à exporter. Parce qu'il faut que ces entreprises qui exportent soient accompagnées. Donc ça, c'est un. Donc 2, nous avons des entreprises qui ont un potentiel. Dans tous les secteurs, vous avez cité, je cite aussi le textile, n'oublions pas, le textile, l'habillement. Mais ces entreprises ont un potentiel, mais elles n'ont pas encore une visibilité pour aller sur les marchés internationaux. Donc celles-là, elles ont aussi un autre programme que nous allons mettre en place, puisque la stratégie a été adoptée le 31 octobre 2017 et présentée devant le Premier ministre qui a donné son avis. Et donc cette stratégie va être mise en œuvre certainement cette année
nous attendons d'avoir les moyens pour pouvoir justement mettre cette stratégie en œuvre. Et qui va bénéficier de cette stratégie? Les entreprises, quels sont les critères de sélection? Oui, je vous ai dit tout à l'heure, c'est celles qui sont prêtes à exporter. Mais qui? Ben, vous avez l'agro-industrie, l'agroalimentaire, le textile, l'artisanat. Tout le monde. Voilà. Ben, celles qui seront à même d'exporter, que nous suivons et qui présentent des dossiers qui sont en mesure d'être financés. En fait, nous ne finançons pas. Justement. Le métier du conseil à l'exportation, c'est de donner des informations sur le marché. De préparer les entreprises au cadre. Bien sûr, parce que ce n'est pas tout le monde qui est intéressé par le marché américain, hein, regardez bien. Il y en a qui exportent beaucoup dans la sous-région ou sur les marchés européens. Ce n'est pas tout le monde. Donc il faut les amener d'abord, il faut les sensibiliser sur, disons, les avantages qu'ils peuvent tirer justement de ce marché. C'est un marché vaste. Oh, absolument. Comprenez? Monsieur Amangwa, oui. Vous aviez dit tout à l'heure que pour être éligible, il faut respecter un certain nombre de, notamment les droits de l'homme, la démocratie, tout ça. Alors, la Côte d'Ivoire, on peut dire ce qu'on peut dire aujourd'hui, que la Côte d'Ivoire respecte, remplit toutes les conditions à 100%. Oui, puisque j'ai dit que nous sommes éligibles. Oui. Et puis, mieux, dans le cas du MCC, je ne sais pas si vous connaissez, mais le MCC, les critères sont presque identiques et plus corsés. Et la Côte d'Ivoire est éligible au compact. Les deux bras du programme américain, c'est la coopération commerciale et la coopération pour investir dans les projets structurants, qui est le MCC. La Côte d'Ivoire est éligible à ces deux programmes. Je pense que la Côte d'Ivoire respecte. En tout cas, il faut faire mieux, si tu voulais. Parce que nous sommes comparés à 48 pays, dans le cadre de 44 pays dans le cadre du MCC, et à 47 pays, puisque nous sommes le 48e pays, dans le cadre de l'AGOA. Donc, je pense que nous respectons. Alors, est-ce que vous avez réussi à quantifier, à évaluer l'impact de l'AGOA sur les performances des exportations? Absolument, absolument. Parce que en 2002 déjà, nous exportions pour à peu près 137 millions de dollars en avantages préférentiels. Je ne parle pas du montant des exportations. Le montant des exportations avoisine à peu près 1 milliard de dollars. Bon an, mal an, c'est-à-dire depuis 2002 jusqu'à 2017. Comprenez? Mais la part qui est réservée justement aux avantages préférentiels AGOA, aujourd'hui a baissé, c'est vrai. Elle est de à peu près 31 millions de dollars parce que les produits pétroliers ne sont plus exportés vers les États-Unis. C'est des produits pétroliers, comme je vous le disais, pour être aussi, s'ils sont raffinés, sont exportés vers les États-Unis et bénéficient des avantages. Donc, nous, notre objectif, c'est d'ici 2022, je parle là au nom de l'État, si vous voulez, parce que bon, c'est le ministère en charge du commerce qui a travaillé sur la stratégie avec l'appui de la PEXI. D'accord. Et d'ici 2022, c'est de booster ce niveau-là jusqu'à 4 fois, c'est-à-dire 4 milliards de dollars. Donc c'est une ambition qui a été, je vais dire, corroborée par l'État de Côte d'Ivoire. Donc nous attendons les moyens pour travailler. Ça nécessite beaucoup de réformes. Hein. Non, pas de réformes. Parce que d'aucuns disent souvent que l'AGOA est un outil commercial d'incitation aux réformes. C'est-à-dire que ça amène aussi chaque pays à se regarder dans la glace, à pouvoir améliorer bon nombre de choses. Bien sûr, je peux vous citer certaines réformes qui ont été mises en œuvre. Bon, il faut poursuivre dans le cadre du suivi du travail des enfants. C'était un problème. C'est pour ça que je vous parlais tantôt de l'accès au marché américain. Nous avons aussi plusieurs réformes qui ont été faites dans le cadre du MCC, parce que le MCC et l'AGOA, c'est à peu près la même chose. Et donc, dans le cadre du MCC, il y a plusieurs réformes qui ont été faites, notamment en matière de bonne gouvernance. Tout à l'heure, on parlait de caisse noire, mais en matière de bonne gouvernance. Hein, c'est ça. Parce que nous ne pouvons pas venir investir dans votre pays ou travailler avec vous si les critères de bonne gouvernance ne sont pas respectés. Donc, à ce niveau-là, la Côte d'Ivoire fait beaucoup d'efforts depuis 2013 et nous sommes aujourd'hui, nos indicateurs sont ouverts. Mais tout n'est pas rose, il y a encore des efforts à faire quand on vous écoute. Bien sûr, bien sûr. Moi, je vous dis qu'il faut qu'on ait une base industrielle très élargie, notamment en matière d'agro-industrie et d'agroalimentaire. Non seulement pour attaquer le marché sous-régional, parce que dans le cadre de l'AGOA, il parle aussi du marché sous-régional, surtout en s'impliquant dans les chaînes de valeur.
Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer que la Côte d'Ivoire et le Ghana font 60% de la production mondiale de cacao. Il serait intéressant que ces deux pays puissent travailler ensemble. Et je crois que c'est ce qui a été fait dernièrement lorsqu'il y a eu la commission Côte d'Ivoire-Ghana pour réfléchir sur les voies et moyens pour pouvoir faire avancer justement cette offre au niveau mondial. Et des accords ont été trouvés? Oui, je pense que les consultations se poursuivent. Non, pas seulement sur le cacao, il y a eu aussi le pétrole, il y a eu aussi l'agriculture, il y a un certain nombre de filières sur lesquelles les deux pays ont à peu près le même potentiel. Donc il faut travailler ensemble dans le cadre de l'intégration sous-régionale. Merci beaucoup à vous, Monsieur Gérard Amangwa. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint marketing, communication, développement et relations publiques de l'APEXI, qui est l'association pour la promotion des exportations de Côte d'Ivoire. Gageons que tout cela va profiter à notre pays et surtout, on ne le dira jamais assez, profiter donc à nos entreprises qui vraiment ont besoin de soutien et ont besoin vraiment d'un cadre qui puisse leur permettre de s'épanouir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous souhaite une très bonne semaine. Écoutez, bonne semaine à vous aussi. Travail ce matin. Oui, nous y sommes déjà depuis 3h45. Allez, avec beaucoup de plaisir, on se retrouve, Dieu voulant, demain, toujours avec la même fougue, le même entrain et la même joie. Tout de suite après, on aura bien sûr Alix Kokola qui va nous égrener un peu ce qui va se passer au niveau des informations, au niveau de tout ce qui est programme RTI. Et puis, retrouvez-nous sur rti.ci, sur Facebook, sur Instagram. Merci et très bonne journée.